Bonjour à tous et merci d'être venus ce matin si nombreux. Je suis très heureuse de vous accueillir pour cette journée d'inauguration de la médiathèque André Hellé. Pour ce faire, nous avons demandé à M. Guimard, qui est fin connaisseur de l'histoire de Boissy, comme beaucoup le savent ici, de nous raconter le Boissy de Petit Laclautre, de Petit André Laclautre, qu'on appellera plus tard André Hellé, au travers du livre Souvenirs d'un petit garçon, 1871 à 1883, que nous avons, nous, à la médiathèque. Alors, c'est pas l'original qu'on a, parce que nous, on est une bibliothèque on prête des livres, donc on l'a fait, on a imprimé toutes les pages sur le site Gallica, et puis on l'a fait relier par notre relieur. Donc, il est à votre disposition, je vous emmènerai pas tout à l'heure. À la suite de la conférence de M. Guimard, Mme Odile Bernardi, qui est conseillère déléguée à la médiathèque, nous dévoilera la jolie plaque dédiée à la médiathèque André Hellé, qui a été créée à l'occasion. Elle sera suivie d'un verre amical que nous partagerons de l'autre côté dans l'espace adulte de la médiathèque. Nous nous retrouverons plus tard, alors j'espère bien certains d'entre vous, peut-être pas tout le monde, mais à 15 h, il y aura une conférence, cette fois vraiment sur les différentes facettes de l'œuvre d'André Hellé qui nous sera proposée par Béatrice Mikkelsen, qui est le commissaire de l'exposition Lire et Jouer, que vous pouvez voir tout autour de vous, et qui sera suivie d'une visite guidée de Béatrice. Et puis voilà, donc je vous remercie d'éteindre vos portables si jamais vous aviez des portables allumés, ou tout du moins de les mettre en veille pour pouvoir être vraiment attentif et ne pas perdre une miette de la conférence de M. Guimard. Et je lui laisse la parole. Eh bien, merci. Merci de cette introduction. Est-ce que vous m'entendez? Non, pas du tout. Parce que j'ai un petit problème avec le nom. C'est pas grave. Boissy-Saint-Léger, un village rural. À la fin du 19e siècle, Boissy-Saint-Léger est un bourg d'allure provinciale et tranquille. Une ville, entre guillemets, selon Louis Baron, dans les environs de Paris, le guide vert de l'époque, propre, aisée et régulière. C'est à la fois un village à caractère rural et le lieu de villégiature de quelques riches commerçants parisiens qui ont fait construire leur maison de campagne. Ces maisons importantes sont occupées plusieurs mois durant l'été et laissées à la garde des jardiniers l'hiver. Autour de ces habitations sont groupées quelques maisons d'entrepreneurs, de petits commerçants, de cultivateurs en petit nombre. Il n'y a point d'usine ni d'ouvriers. La population d'environ 660 habitants vit dans la rue de Paris et dans les rues adjacentes. 140 personnes habitent à Grosbois et au Piple. Il y a très peu d'habitations sur le coteau. Le village est entouré de champs, de prairies, de jardins. Pour aller à Sucy ou à Noiseau, à Brévannes ou à Bonneuil, il faut emprunter des routes poussiéreuses l'été, bourbeuses à la mauvaise saison, et traverser les bois et les champs. Sur le plateau, la route de Sucy longe le grand mur du parc du Château des Pins, qui est occupé aujourd'hui par le Progrès, et puis s'enfonce sous les voûtes des grands arbres du parc du Piple et des bois de M. Révillon, aujourd'hui le bois Clary. Le parc du château de Grosbois et celui du château du Piple, tous deux entourés de grands murs, abritent le premier, la famille Berthier de Wagram, l'autre, la famille du banquier Ottinger. Comme tous les villages de banlieue, de la banlieue parisienne, Boissy-Saint-Léger ravitaille Paris en grains et en fourrage. Les fermes de Grosbois, du Piple et quelques petits cultivateurs cultivent 180 à 200 hectares de terre chaque année.
et en particulier là où nous sommes aujourd'hui, dans la Église. Alors, André Laclôtre nous a laissé quelques souvenirs de son enfance passée à Boissy-Saint-Léger. André Laclôtre est le fils du pharmacien Pierre Laclôtre. Il a écrit une chronique de la vie quotidienne à Boissy-Saint-Léger au cours des années 1877 à 1883 sous le pseudonyme d'André Ailé. Ses souvenirs ont été rédigés plus de 50 ans plus tard et il les a illustrés à la manière de l'enfant qu'il prétend être. André Ailé est né à Paris en mars 1871, durant la période de la Commune, parce qu'il s'était réfugié à Paris à l'époque pendant le siège de Paris par les Prussiens. Madame Laclôtre était enceinte, elle a donné naissance à André à Paris, et ils sont revenus à Boissy-Saint-Léger en 1871. Pierre Laclôtre, le pharmacien, déguisé en marinier. Et il nous décrit alors la pharmacie qui existe toujours, place de Verdun. Notre maison est à un endroit où il y a deux rues qui se croisent. Elle a la forme d'un chalet. La pharmacie, le laboratoire, la salle à manger et la cuisine sont au rez-de-chaussée. La chambre des enfants, le salon et la chambre des parents sont au premier. Au-dessus, il y a deux grandes chambres et deux cabinets noirs où on met les confitures. Il y a devant la maison un petit jardin avec 3 arbres, des troènes et une corbeille de géranium. C'est là que je joue. Et André Ailé nous a fait le dessin de cette pharmacie et nous avons le plaisir de pouvoir voir un original de ce dessin parce que nous avons ici parmi nous M. Robert Reynaud, auquel j'ai eu le plaisir de fêter ses 100 ans, mais qui en a vu façon 102 maintenant, et dont la belle-mère, Madame Brindel, était pharmacienne pendant la guerre et après la guerre, et avait conservé donc ce dessin qui vous montrera tout à l'heure, mais également le livre dont Madame Sautorneau vous a parlé, et dont j'ai eu connaissance, moi, il y a déjà très longtemps, puisqu'elle me l'avait prêté à l'époque, pour découvrir André Ailé, qu'effectivement, je ne connaissais absolument pas, dans toutes les recherches que j'ai pu faire à l'époque. Et André Ailé continue, poursuit. Mon père a acheté un poêle qui a des roulettes. Ce poêle est dans la pharmacie. À l'heure des repas, on le roule dans la salle à manger. Mais il ne commence à faire bon qu'au moment du dessert. C'est malheureux qu'on ne puisse pas lui faire monter l'escalier pour le mettre dans la chambre. Le médecin va voir les malades à la fin de l'après-midi. Après, les personnes viennent de Boissy et des autres pays alentours chercher leurs médicaments. Il y en a qui font 6 à 7 kilomètres à pied pour venir à la pharmacie. Mon père fait très soigneusement ce qui est écrit sur les ordonnances. C'est très long. Il y a peu de médicaments préparés à l'avance. Je suis malade. J'ai mangé des fruits pas mûrs. On me purge avec de l'huile de ricin. Les vieilles femmes de la campagne qui viennent en chercher demandent de l'huile d'Henri V. C'est le nom que s'était choisi le comte de Chambord, petit-fils de Charles V et qui prétendait au trône de France. Mais chercher de l'huile d'Henri V. André est au lycée Louis le Grand à Paris et il habite chez sa grand-mère à Paris. Et elle vient à Boissy, bien sûr, voir ses parents. Et le voyage de Paris à Boissy est presque une aventure. Et elle dit, j'ai eu froid en chemin de fer, mais moins que dans la diligence, parce que les employés vous mettent des bouillottes d'eau chaude sous les pieds. Ils font plus ça que le RER. Le voyage est long, le train s'arrête tout le temps.
Il met 1h15 pour aller de Paris-Bastille à Boissy. On part, on s'arrête, on entend la cloche et le sifflet du chef de gare. C'est énervant. Le train coûte plus cher que la diligence. La diligence de Paris s'arrête devant le café en face de chez nous, donc sur la place de Verdun. À l'intérieur de la diligence, ça sent le cuir, le drap mouillé, le tabac prisé, le chou, le melon, les fraises, enfin toutes sortes de choses. J'aime bien voyager avec mon père jusqu'à Paris. Il me fait grimper devant lui sur l'impériale des omnibus et m'aide à bien mettre le pied sur les marchepieds, car ce ne sont que des petites plaques très étroites. L'impériale, réservée aux hommes, n'est pas d'un accès facile. Oui, les dames avaient comme quelques peines à monter jusqu'à là-haut. Le voyage sur l'impériale coûte 15 centimes. Il en coûte 30 centimes à l'intérieur. Mais André aime bien la campagne qui environne Boissy. J'aime tellement me promener dans la campagne, respirer, en passant près d'une maison isolée, la bonne odeur de bois qui brûle dans la cheminée, du jambon qui cuit dans la poêle, ou bien encore m'en aller dans la forêt Notre-Dame, où, à l'automne, les feuilles qui pourrissent sentent le champignon. J'aime voir les chevaux de labour avec leur harnachement et les attelages, tirant les grandes charrettes de paille qui vont à Paris et qui font beaucoup de bruit en passant sur la route pavée, sur la rue de Paris. Vous imaginez la difficulté pour descendre, les difficultés pour monter. Et il y avait des chevaux de renfort. Il y a une côte très dure et très mal pavée. C'est la rue de Paris. Alors, on fait une autre route plus commode qui passe en dehors du pays. C'est l'avenue Général Leclerc. Les cabaretiers ne sont pas contents. Les déviations, c'est toujours pareil. Ils ne sont contents, jamais personne. Ni l'homme qui loue les chevaux de renfort pour aider à monter la rue de Paris. En fait, c'était très très dangereux. Je déteste les maisons neuves qu'on bâtit en ce moment et que tout le monde trouve jolies. Il y en a surtout une nommée Rotomago, une sorte de château qui voudrait ressembler à un château avec ses tours et ses créneaux, mais qui ne peut y parvenir. Cette maison est la plus laide de tous. Cette maison existe toujours. C'est celle qui est au coin de l'avenue Stanislas-Révillon et qui donne sur la Nationale 19. Hirotomago, c'est le nom d'un opéra de l'époque qui avait un grand succès, que tout le monde a oublié bien sûr, et dont j'ai retrouvé la trace il n'y a pas très longtemps. Mais il aime aussi la rue de Paris. J'aime regarder les devantures, celle du pâtissier, avec les superbes gâteaux de nougat entourés de fleurs de sucre de toutes les couleurs, et celle de l'épicier, garnie de pain de sucre plus grand que moi, enveloppé de papier bleu ou rose, celle du boucher, où on voit une rangée de gigots entourés de papier imitant la dentelle. Ce qu'il y a de mieux comme lumière, c'est le gaz portatif. Toutes les semaines, un camion réservoir s'arrête devant le café Bégaud. On installe des tuyaux et on remplit les réservoirs du café. Cette lumière éclaire bien mieux que le pétrole. J'aime beaucoup le jour de la fête. Il y a des boutiques, des chevaux de bois, on gagne des macarons. Le soir, les rues sont illuminées avec des lampions
et des verres de couleur qui brillent beaucoup, mais qui sont très mauvais, à cause de l'huile de mauvaise qualité dans laquelle trempe la mèche. Et puis il nous raconte quelques scènes de la vie quotidienne. Mon père est conseiller municipal. Ouais, il l'a été pendant toute la fin du XIXe siècle. Alors le jour de l'an, les pompiers jouent du clairon devant la maison. Le capitaine des pompiers, c'est le percepteur. Il y a dans les Fables de La Fontaine, illustré par Granville, un dessin qui représente un bœuf habillé en monsieur, avec un grand chapeau, une grosse canne et un gros ventre, qui fait penser au fermier qui est juste à côté. Je ne sais plus dans quel autre album j'ai remarqué une oie qui, avec son parapluie et son cabas, ressemble à la mère Pitanchon, la femme de ménage, qu'on a surnommée Louise Michel, parce qu'elle voudrait gagner plus de 4 sous l'heure. Les petits ramoneurs sont passés en chantant « Ah, Ramona à la cheminée, haut en bas ». Ils grimpent dans les cheminées, en sortent tout noirs. Ils ne gagnent pas beaucoup d'argent. Les gendarmes, sur leurs chevaux, avec leurs grands chapeaux, leurs épaulettes blanches et leurs baudriers jaunes, ont ramené un braconnier. Ouais, ça c'était habituel dans le coin. Une dame est venue chanter des airs patriotiques. Elle a été très applaudie. On a chanté la Marseillaise. Mais le tripier a couru chercher ses enfants qui étaient partis défiler et chanter avec les autres. Car à l'époque, la Marseillaise était encore un chant séditieux pour certains. Dans la grande salle du café, un homme a montré une lanterne magique. Les grandes images que je voyais étaient faites de très jolies couleurs. Elles représentaient des contes de fées. Les jeunes gens du pays sont attablés chez le marchand de vin. Ils chantent en chœur des chansons sur le vin. Depuis quelques années, on chante partout des chansons sur le vin et les ivrognes. C'est le tirage au sort des conscrits. Un grand tambour-major, coiffé d'un bonnet à poil, marche devant eux. Il brandit sa canne, la jette en l'air plus haut que les toits et la rattrape. Derrière lui, un jeune homme bat le tambour. Avec les conscrits, il y a ceux du même pays qui sont déjà soldats. Un hussard qui a des ornements blancs. Un soldat du génie. Un marin avec son grand chapeau ciré. En retournant chez eux le soir, ils mettront sur leur chapeau la grande image en forme de triangle sur laquelle on lit le numéro qu'ils ont tiré. Ceux qui auront de mauvais numéros iront dans la marine. Le piou-piou qui parle devant la maison avec le menuisier, c'est le fils de l'agent Boyer. Il fait son volontariat d'1 an. Pour ça, il a passé un examen et son père a donné 1500 francs. Alors ça, c'était très très impopulaire, parce qu'en fait, on achetait pour faire le service militaire autrement. Et ce volontariat sera supprimé en 1889. Au café, des jeunes gens se moquent du petit épicier, qui aime mieux se faire curer que d'être soldat. J'aime beaucoup voir les soldats passer à Boissy. Devant les régiments d'infanterie, on voit les sapeurs. Et une carte postale d'ailleurs avec ce régiment, devant la place de Verdun. Ils ont tous de grandes barbes. Il y a aussi les chasseurs à pied de Vincennes, qui marchent très vite. Et puis les artilleurs. Mais les plus beaux, tout le monde trouve que ce sont les cuirassiers.
Chez nous, on loge toujours un officier. À l'orangerie où habitait M. Cardinet, ils ont jeté un jour des photos, des plaques photographiques. Beaucoup étaient évidemment abîmées, mais sur l'une d'entre elles, j'ai trouvé, personne ne l'a encore vu, un défilé des cuirassiers dans la rue de Wagram. Il n'y a pas de doute, c'est la rue de Wagram, pas de doute. Un jour, je vous la montrerai. Notre voisin, continue-t-il, le Mercier, en grande tenue de sous-lieutenant d'infanterie, quitte sa femme, ses enfants et son magasin pour aller se battre au Tonkin. Il est officier de réserve, mais il part comme s'il était un véritable officier. Il nous explique qu'en faisant cette campagne, il pourra rester militaire toute sa vie et devenir capitaine. Ouais, c'est à l'époque où on allait conquérir l'Indochine. Et puis, avec ses parents, il fait quelques visites auprès des habitants des lieux. Je vais avec ma mère et ma sœur, il y a une sœur, faire des visites aux dames. Chez presque toutes ces dames, on peut voir le faisan en bronze qu'elles ont gagné à la loterie de l'exposition de 1878 à Paris. Il y en a de très petits et de très grands. C'est à vous dégoûter de manger du faisan. C'est pourtant très bon. Le baron Ettinger envoie de temps en temps à mon père un faisan tué dans les bois qui entourent le château du Piple. Ce n'est pas drôle, ces visites. On m'embrasse trop. Les vieilles dames piquent les joues avec leur barbe et leur grain de beauté. Ben, c'est vrai qu'au jour de l'an, il y a des bonbons qui ne sont pas mauvais du tout. Mais pour les visites ordinaires, on donne des gâteaux secs qui ont souvent le goût de moisi. Conservé longtemps. J'écoute ce qu'on dit, car je n'ai pas le droit de me mêler de la conversation. Ah oui. Il y a des maisons où on ne parle que de cuisine, de confiture, de bonne. Dans d'autres, il est question de robes, des draps que font les couturières et des étoffes qu'il faut employer pour se faire des caracots. Dans certains, il s'agit surtout de maladies et de médicaments. Dans celles où j'aime le mieux aller, on connaît les livres nouveaux, les tableaux, les théâtres, les musées. Presque toutes ces dames aiment beaucoup l'opéra comique parce qu'il y a du parler. Pour les livres, ils disent beaucoup de mal d'un nommé Zola, parce que ce qu'il écrit n'est pas vrai, et que les gens ne sont pas comme ça. Elles aiment plutôt Alexandre Dumas, Victor Hugo, François Copé, qui habite à Mandres, Xavier de Montépin, Richebourg, Alphonse Daudet, qui habite à Chantrozet. Ce sont des gens qui sont dans les environs. Lorsque des parents ou des amis viennent à la maison, on va presque toujours à Grosbois. Au château, il y a une galerie de tableaux sur lesquels on voit des scènes de toutes les batailles livrées par Napoléon, auxquelles assista le maréchal Berthier. Dans une petite pièce qu'on ne montre pas à tout le monde, on conserve un lit de camp de Napoléon. Napoléon Ier, bien sûr, et un drap de toile sur lequel il reste une goutte de sang de l'empereur. Quand je vais en semaine à Grosbois, je rencontre souvent la princesse Eugénie et sa sœur Annette. Elles se promènent à cheval et s'arrêtent toujours pour me parler. Un dimanche, en passant devant la grille du château, nous avons vu des dames qui jouaient à un jeu nouveau qui vient d'Angleterre et qui s'appelle
le lawn tennis. Les dimanches d'été, je regarde passer les ballons. Ils sont si bas qu'on voit le capitaine et les passagers. Nous, on regarde passer les avions. Et on ne voit pas le capitaine et les passagers. Quand je descends une côte avec le vélocipède, je tourne les poignets tant que je peux. Alors une ficelle s'entoure autour et tire le frein qui frotte sur la roue arrière. N'ayez pas peur. C'est très bien inventé. J'espère bien plus tard monter sur les grands vélocipèdes. Ces appareils ont une très grande roue devant et une toute petite derrière. On les appelle des araignées ou des grands billes. J'en vois sur la route de Villecreine quand il y a des courses de vélocipèdes. Et André termine. C'est tout ce qu'il nous a écrit. Il aurait pu nous en écrire beaucoup plus. La neige tombe sans arrêt. On enlève au milieu des rues avec un traîneau en forme de triangle tiré par 2 chevaux. Au catéchisme, le curé a dit que la terre périrait par le feu. Moi, je lui ai répondu que ce serait plutôt par le froid. J'ai lu cela dans l'astronomie populaire de Camille Flammarion. J'étais chassé de l'église.